Bonjour, c'est Brady Boya et je vous souhaite une bonne lecture pour cette vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons présenter les principales fonctions d'Excel en ce qui concerne la régression linéaire simple. Et ensuite, nous allons présenter la décomposition de la variance et le test de Fisher. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la feuille de calcul que nous avons réservée pour effectuer ces calculs. Alors ici, nous avons nos données qui vont de 2010 à 2018 concernant les exportations de bords industriels en Afrique subsaharienne et donc en milliers de mètres cubes. Alors, l'intuition statistique nous demande donc de représenter ces données sur un graphique. Donc, après avoir sélectionné nos observations, on va venir dans le graphique, on va insérer un graphique et nous allons prendre ici le nuage de points. Nous allons prendre OK. Donc, nous avons notre représentation graphique qui est là. Alors, si on veut ajouter une courbe de tendance, il suffit de cliquer sur une observation sur un point et ajouter une courbe de tendance. Voici notre courbe de tendance qui apparaît là. Alors, on peut toujours cliquer ici si on veut plutôt voir si le phénomène ne suit pas un modèle, ne suit pas plutôt un modèle exponentiel ou bien un modèle logarithmique, mais en ce qui nous concerne, c'est le modèle linéaire que nous étudions. Alors là, on peut afficher l'équation sur le graphique et également le coefficient de détermination qui s'affiche ici. Alors, il est parfois intéressant de voir comment va évoluer notre phénomène avec des valeurs plus grandes. Et donc, dans notre cas ici, dans les années futures. Donc ici, on va mettre par exemple une prévision ici de 3 périodes en avant. Et donc, on a ce que nous observons ici, donc les prévisions. Alors ici, si nous voulons voir par exemple comment ce phénomène a évolué deux périodes en arrière, et donc il nous suffit juste d'insérer ici, de mettre ici 2 et pour voir donc ici l'évolution donc ce phénomène en 2008 et en 2009, tout en émettant l'hypothèse que le phénomène est suivi le modèle, donc il suivi exactement les valeurs prédites par le modèle. Alors ici on va enlever, on va remettre 0. Donc la mise en forme, pour la mise en forme, nous avons prévu une mise en forme. Nous avons enregistré, donc on va simplement l'appliquer. Et donc voilà notre graphique. Il suffit ici juste donc de mettre le titre adéquat. Alors, si on veut calculer les valeurs de YI estimées, on va donc faire ici égal pente. On va faire appel à la fonction pente. On prend ici les Y connus qu'on va figer, puisque tout à l'heure on va incrémenter. Pareil pour les X qu'on va figer également, et cette pente là, donc la valeur de sa pente, on va multiplier par cette valeur qu'on va laisser comme ça, on ne va pas figer, puisque tout à l'heure lorsqu'on va incrémenter, on aura besoin que cette formule là bouge. Et donc on va mettre plus ici l'ordonnée à l'origine qui est ici. Donc ici on entre en argument les Y connus et ensuite les X connus. Et donc là on entre dessus cette équation là, Y est égal à X plus B. Et donc là nous avons les valeurs, donc on peut incrémenter. Une autre façon et plus simple, c'est de prendre simplement la fonction tendance, on renseigne les Y connus, on fige les X connus, qu'on fige également la nouvelle valeur de X, la constante ne nous intéresse pas, et on peut incrémenter. Une autre façon encore de faire, c'est de prendre simplement la fonction prévision linéaire. Donc ici, la valeur de X, les Y connus, les X connus, et voilà le résultat. Alors ici, on va décider d'utiliser la colonne D, simplement, ce sont les mêmes valeurs, mais on se fixe une colonne, donc on travaille avec la colonne D. Alors ici,
pour les résidus, c'est simplement les valeurs estimées moins les valeurs réellement observées. Et on peut incrémenter. Alors, on ne peut pas les avoir pour les années 2019, 2020, ainsi de suite, parce que nous n'avons pas des observations sur ces années-là. Donc, ici, si on veut calculer la somme des carrés totales, somme des carrés expliqués, somme des carrés résiduels, ici, on calcule d'abord le carré de l'écart entre la valeur observée et la valeur théorique. Et donc, ici, ce carré-là, si on veut l'avoir, on va mettre ici égal puissance. Alors le nombre qu'on veut mettre au carré, c'est cette valeur-là. Moins donc la moyenne sur cette plage-là qu'on va figer. Et ensuite, on va mettre au carré. Donc là, on mesure ici le carré. On calcule ici le carré entre le carré de l'écart entre cette valeur et la valeur de la moyenne. Et donc là, on va incrémenter ici au niveau de la somme des carrés expliqués. Au niveau de la somme des carrés expliqués, on va faire pareil. On va prendre ici donc cette valeur-là. Donc nous avons décidé d'utiliser la colonne D, cette valeur moins donc la moyenne sur cette plage-là qu'on va figer. Et donc on va mettre au carré. Voilà le résultat ici. On va faire donc la même chose, c'est cette valeur-là que nous devons mettre au carré. Cette valeur moins la moyenne que nous devons mettre au carré. Seulement la moyenne sur cette plage-là est égale à 0. Donc la moyenne des résidus est égale à 0. C'est une propriété qui est démontrée au niveau de monde carré ordinaire. Alors, donc ce qu'on va faire ici, c'est simplement égal cette valeur qu'on va mettre au carré. Et donc on va incrémenter. Alors pour vérifier simplement cela, nous allons vérifier ici que c'est bien la moyenne des résidus. Voilà la moyenne des résidus qui est égale à 0. Alors au niveau de la somme des carrés, ici on peut maintenant calculer cela facilement en prenant cette somme-là. Voilà le résultat. Ici également, donc on peut simplement tirer ici. Alors une autre façon de faire pour calculer cela directement, si on n'a pas besoin d'avoir ces valeurs-là, au lieu de faire tous ces calculs-là, on peut simplement venir ici, prendre la fonction somme carré des écarts. Alors là, il s'agit ici de la somme des carrés totales, donc je prends simplement cette colonne, je valide. Ici, somme des carrés des écarts, ici de la régression pour expliquer, et pareil pour ici. Voilà, donc nous savons que la somme des carrés totales est égale à la somme des carrés expliqués plus la somme des carrés résiduels. En connaissant deux de ces valeurs, on peut déduire la valeur de l'autre. Donc ici, on peut par exemple prendre ici somme des carrés résiduels est égale à la somme des carrés totales moins la somme des carrés expliqués. Alors pour ce qui est des valeurs des paramètres, on peut ici mettre simplement, pour calculer la pente, on prend donc ici la covariance entre x et y. Donc ici, comme on nous demande ici matrice 1, matrice 2, ici l'ordre compte peu. Divisé donc ici par la variance de la variable x. Donc ici on sélectionne les années. Et donc on a le même résultat qu'ici. Une autre façon plus simple, c'est de faire simplement pente, comme nous l'avons utilisé tout à l'heure, et on renseigne les paramètres. Voilà le résultat. Ici pour l'ordonnée, c'est moyenne.
ici de la variable y moins la pente. Donc ici on peut simplement récupérer cette valeur là moins la pente multipliée par la moyenne de la variable x. Donc voici le résultat. Ou bien on peut faire comme tout à l'heure, on prend aux données origine et donc ici on renseigne les y connus et les x connus. Voilà, le coefficient de corrélation linéaire, là on peut prendre la fonction corrélation, coefficient de corrélation. Là encore l'ordre ne compte pas. On renseigne et on a le résultat. Ou bien on peut prendre la fonction Pearson. On prend la fonction Pearson. Donc ici, comme l'ordre ne compte pas, on peut commencer même par les x, ça ne change rien. Donc ici, on constate donc une valeur de 0,94. Donc ici, on a une corrélation linéaire positive. Donc il semblerait ici qu'on ait une corrélation linéaire positive. C'est bien ce qu'on observe sur le graphique. Alors, pour le coefficient de détermination, on prend donc ici la fonction coefficient de détermination, on renseigne les y connus, ensuite on renseigne les x connus et nous avons le résultat. On sait également que le coefficient de détermination c'est égal à la somme des carrés expliqués divisé par la somme des carrés totales et on obtient donc le résultat. Donc ici cette valeur là de 0,89, donc ici on peut dire que 89% de la somme des carrés totale peut être expliquée en utilisant donc l'équation estimée, donc cette équation là de la régression pour prévoir les valeurs des exportations de bois rond industriel. Donc autrement dit, 89% de la variation des exportations de bois rond industriel peut s'expliquer par la relation linéaire qu'il y a entre ces deux variables là. Donc exploitation de bois rond industriel et le temps en année. Donc une telle valeur est jugée plus ou moins satisfaisante. Donc si on a plus ou moins une bonne qualité de l'ajustement. Alors ici en ce qui concerne l'erreur type, on prend donc la fonction erreur type de x, xy, donc là on prend la colonne des y et la colonne des x. Et voilà, on a le résultat. Donc c'est une fonction ici qui renvoie l'erreur standard des valeurs des exportations de bois rond industriel prédites par pour chaque année, donc si pour chaque valeur de la variable x, donc si pour chaque année de la régression. Donc l'erreur type est une mesure donc de la quantité d'erreur ici, de la quantité d'erreur dans la prédiction d'une valeur de la variable y associée à une valeur de x. Donc ce résultat de 613,39 voudrait simplement dire que la moyenne de l'échantillon des exportations de bois industriel est dispersée par 613 milliers de mètres cubes, parce que n'oubliez pas qu'ici nous avons les valeurs ici milliers de mètres cubes. Donc cette moyenne là d'échantillon des exploitations de bois industriel est dispersée par 613 milliers de mètres cubes autour de la moyenne. Donc ici nous avons plus ou moins 613 000 mètres cubes autour de la moyenne. Et donc là les sommes des carrés, cela a déjà été expliqué. Donc nous revenons plutôt d'abord à l'utilisation de la fonction droite règle. Donc ici c'est une fonction qui nous renvoie plusieurs paramètres. Donc on sélectionne d'abord ici une plage de données. Donc ici nous avons 5 lignes, 2 colonnes. On va mettre la fonction égale à droite règle. Et donc ici on demande les y connus que nous allons renseigner, les x connus, et ici on demande de calculer normalement la constante, on va prendre le vrai. Ici renvoyer les statistiques de régression, oui on en a besoin. Et donc là on va faire non pas entrée mais plutôt contrôle shift entrée. Et donc là
on a le résultat qui est là. Donc vous pouvez observer ici la valeur de la pente, ici la valeur donc de l'ordonnée, ici la somme des carrés des résidus et ainsi de suite. Alors pour la décomposition de la variance et le test Fisher, donc ici on a déjà calculé les sommes des carrés précédemment. Donc ici on va prendre le degré de liberté, le tableau ici nous dit que c'est 1. Le degré de liberté ici au niveau des résidus, donc c'est n-2. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord déterminer le nombre d'observations que nous avons. Nous allons utiliser la fonction NB et on va renseigner la plage de données. Alors, pourquoi on utilise la fonction NB? C'est parce que ici encore c'est plus facile de compter le nombre d'observations, mais si on a une plage qui contient 80, 100 ou bien plus encore d'observations, cela nous rend la tâche un peu plus complexe. Donc pour cela nous utilisons la fonction NB qui nous renvoie ici donc le nombre d'observations. Alors ici nous savons que nous avons 9 observations et là on peut faire -2. Alors on peut copier cette formule là. On peut copier cette formule là et ici on met simplement -1. Alors la moyenne des carrés ici est égale à la somme des carrés divisé par le degré de liberté correspondant. Pareil pour les résidus, la moyenne des carrés des résidus ici. Voilà. La statistique de Fisher, c'est la moyenne des carrés de la régression ou moyenne des carrés expliquée divisé par la moyenne des carrés résiduels. On a la valeur ici. Alors pour la valeur f critique, on prend la fonction inverse loi de Fisher dans la probabilité ici, donc alpha c'est si on prend 5%, donc ici on va prendre 0,05. Le degré de liberté, nous avons 1 ici et le second degré de liberté, et voilà le résultat. Si on souhaite plutôt calculer ici la p-valeur, donc pour la p-valeur, on va prendre ici la fonction loi f, et donc là la valeur de x on la renseigne, donc c'est la statistique de Fisher, ici le degré de liberté et le second degré de liberté, et on a le résultat. Alors au niveau de la décision, si on souhaite prendre la décision par avec la valeur critique, la valeur f critique, on met donc égal si. Donc si cette valeur là, la statistique calculée, est supérieure ou égale à la valeur f critique, alors on a ici donc c'est l'hypothèse H1 qui est retenue, donc H1 qui équivaut ici à la somme des carrés expliqués différentes de 0, et sinon c'est ici H0 qui est retenu, donc ici H0 qui correspond à la somme des carrés expliqués égale à 0. Alors si on veut plutôt prendre la décision par rapport à la p-valeur, alors ici on met donc égal si. Le test ici, donc c'est test logique, c'est si alpha, donc ici 0,05 est supérieur ou égal à cette valeur là, alors la valeur c'est vrai. Ici donc c'est H1, donc qui correspond à somme des carrés expliqués différent de 0. Sinon c'est H0 qui correspond à la somme des carrés expliqués égale à 0. Donc
à ce niveau, on peut donc dire ici que, au vu de l'évidence des données, nous rejetons aussi de 5% l'hypothèse H0 donc d'égalité des variances. Alors ici, on peut donc dire que la variable explicative X, donc ici le temps qui est en année, contribue à l'explication du modèle. Si, dans ce cas, on a donc la variance expliquée est significativement supérieure à la variance résiduelle. Donc ici, le temps ou la variable X est considérée comme étant une variable réellement explicative. Donc, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine.